Chers amis téléspectateurs, amis de Mine Santé Télévision, merci encore une fois de suivre votre magazine Santé Publique. Aujourd'hui, Santé Publique, je reçois un spécialiste, il est neuropsychiatre et avec lui nous parlons des maladies psychiatriques et troubles du comportement. Je cite le docteur Emmanuel Epengue à qui je dis bienvenue. Merci. Alors docteur, d'entrée de jeu, nous voulions savoir qu'est-ce qu'une maladie psychiatrique? Alors, c'est important de savoir qu'en psychiatrie, on ne parle pas de maladie, mais on parle plutôt de troubles psychiatriques. Okay. Pourquoi troubles? Parce que vous savez, lorsqu'on parle d'une maladie, elle est généralement due à une cause bien précise. Bien sûr. Je donne l'exemple du paludisme. Lorsqu'on parle du paludisme, il est lié à un germe bien précis, le Plasmodium falciparum. Okay. Alors que lorsqu'on parle des troubles psychiatriques, au fait, il y a plusieurs facteurs qui interviennent dans la survenue d'un problème psychiatrique. C'est ainsi que, depuis la nuit des temps, dans la littérature scientifique, on retient des troubles psychiatriques et non maladies psychiatriques. Mais justement, docteur, par quoi sont causés les troubles psychiatriques? Les troubles psychiatriques relèvent de plusieurs facteurs. Il y a des facteurs génétiques qui interviennent, il y a des facteurs environnementaux aussi qui interviennent. Alors, lorsque je parle de facteurs génétiques, je fais allusion aux troubles de comportement que peut avoir l'un de vos parentés. Ça peut être votre père ou votre mère qui a connu un trouble de comportement. Donc, vous avez aussi ces facteurs-là, le risque de pouvoir présenter un trouble psychiatrique. À part cela, il y a aussi le facteur de stress environnementaux qui interviennent. Par exemple, lorsque vous avez été exposé dans votre enfance à des situations de maltraitance venant de votre père ou de votre mère, cela peut facilement vous pousser à présenter des troubles psychiatriques. Mais il y a aussi des facteurs toxiques. Par exemple, pour les personnes qui prennent de l'alcool, ils peuvent facilement présenter un trouble psychiatrique. Ok, d'accord. Mais quels sont, docteur, les symptômes? Comment peut-on reconnaître qu'une personne a des troubles de comportement? Les troubles de comportement. Peut-être vous, en tant que médecin, vous pouvez reconnaître, mais moi, par exemple, qui ne suis pas médecin, comment reconnaître? Oui. Il y a plusieurs manifestations dans la vie courante qui peut réellement faire penser à un trouble de comportement, que ce soit chez un enfant, chez un adulte, ou voire même chez la personne âgée. Parce que vous savez, nous devons avoir, chacun de nous, tel que nous sommes, non seulement une bonne santé physique, mais une bonne santé mentale. Tout à fait. Et qu'est-ce que j'entends par bonne santé mentale? C'est lorsque une personne est à même de pouvoir réaliser son potentiel, de pouvoir surmonter les difficultés normales de la vie, de travailler de manière productive et de participer de manière efficace dans l'amélioration de l'environnement là où il vit dans la société. Alors vous verrez que pour une personne qui présente un trouble de comportement, il peut présenter certaines anomalies. Par exemple, le suicide. Vous avez une personne, il en a tellement eu de déceptions dans sa vie, surtout les femmes, qu'elle voudrait se suicider, mettre fin à sa vie. Comme vous pouvez avoir pour certaines autres personnes, ils présentent une agitation caractéristique. Ils cassent les objets à la maison, toute la famille est en débandade. Il nous arrive même de recevoir des patients qui viennent menotter parce qu'à la maison, personne n'arrive à le maîtriser. Donc, il y a plusieurs manifestations qui peuvent être des plus visibles, comme il y a d'autres qui peuvent être des plus latentes, surtout chez les enfants, qui peuvent présenter certaines anomalies qui ne sont pas toujours visibles d'emblée. Vous avez certains enfants qui ont tendance à s'isoler, à ne pas être heureux ou se sentir à l'aise lorsqu'ils jouent avec les autres. Participer à la vie de famille. Voilà. Il est un peu agressif et vous verrez pour ces enfants-là, avec le temps, on peut retrouver des troubles psychiatriques. Okay. Mais selon votre expérience, qui sont plus frappés par les troubles du comportement, les hommes ou les femmes? Les troubles de comportement touchent plus les hommes. Okay. Et les femmes aussi sont touchées en grande partie, mais c'est surtout les hommes qui sont touchés. Oui, mais est-ce que les maladies, quelles sont les maladies ou les troubles du comportement les plus courantes chez l'homme? Ok. Chez l'homme, nous avons plusieurs troubles de comportement, troubles psychiatriques qui existent, mais en grande partie, ce qu'on va retrouver, je donne la fréquence au niveau mondial, c'est la dépression.
Okay. La dépression est l'une des principales causes des troubles psychiatriques dans le monde, où vous allez trouver surtout les dames qui ont facilement des tentatives de suicide, et majoritairement c'est les hommes qui arrivent à se suicider. Alors, à part la dépression, nous avons la schizophrénie. Alors, la schizophrénie, c'est généralement les malades que vous trouvez dans la rue, que des fois on appelle dans nos langages locaux ici Mutoliboma, mais ils présentent au fait une schizophrénie où le patient a une tenue vestimentaire très débraillée, il est sale, et vous pouvez le voir même en train de parler lui-même comme s'il parlait à une personne. Et là, on parle de schizophrénie. Ce sont des malades que l'on suit aussi souvent. Oui, mais docteur, il y a un artiste musicien qui a dit dans ses chansons comme ça, il y a des fous en costume. Est-ce que vous partagez cette phrase, cet avis-là? Exactement. Je partage relativement cet avis parce que vous savez, comme j'ai défini la santé mentale, non seulement la personne doit être à même de réaliser son potentiel, mais elle doit aussi être à même de pouvoir participer au développement de la société. Mais ce qui arrive souvent chez nous, surtout dans nos sociétés africaines, nous avons beaucoup de personnes qui nous dirigent, qui ont des problèmes de santé mentale, mais qui se méconnaissent. Okay. Parce qu'il y a des évaluations que nous faisons et qui permettent de pouvoir évaluer et savoir réellement que telle ou telle autre personne peut avoir un problème psychiatrique. Et nous pensons même qu'avec le temps, s'il serait possible qu'avant d'occuper des grands postes de responsabilité, d'avoir d'abord une évaluation mentale, ça serait une très bonne chose pour tout membre de la société, surtout pour ceux qui nous dirigent. Okay, d'accord. Mais docteur, est-ce que les troubles du comportement peuvent-ils créer des troubles alimentaires? Exactement, parce que dans le trouble de comportement, il y a plusieurs composantes. Ça peut concerner la composante affective, où la personne a des troubles émotionnels, ou ça peut concerner la composante comportementale, ou voire même la composante cognitive. Mais il y a aussi des personnes qui présentent des troubles alimentaires qui peuvent être de plusieurs types. Par exemple, on peut avoir des personnes qui ont ce qu'on appelle une boulimie. Ils ont cette tendance à pouvoir ingérer une quantité excessive d'aliments. Et comme on peut aussi avoir des personnes qui ne veulent pas manger pour une raison comme une autre, on parle d'anorexie mentale, et ça arrive souvent chez les dames. Mais vous verrez même chez les patients qu'on appelle des schizophrènes, ils peuvent présenter un trouble alimentaire où ils refusent de manger parce qu'il y a une voix intérieure qui le dit de ne pas manger. Ok, d'accord. Mais le trouble du comportement se manifeste ou peut frapper l'être humain à partir de quel âge? Est-ce qu'il y a un âge, une tranche d'âge spécifique à laquelle l'être humain ou le corps humain peut être frappé d'un trouble du comportement, une maladie psychiatrique? En fait, le trouble de comportement, c'est un trouble qui peut frapper une personne dans l'histoire de sa vie. Donc ça peut commencer dès la période où même il y a eu conception du fœtus au sein de l'utérus d'une mère. Parce que vous savez, lorsque un enfant se retrouve dans son sein, la femme est censée se retrouver dans un environnement serein, calme, mais il arrive des fois que pour certaines patientes, il se retrouve dans un environnement où elle accumule beaucoup de stress, ou bien même elle consomme des substances toxiques. Il y a des femmes comme ça, en pleine grossesse, elle se met à consommer de l'alcool par exemple. Et pour des personnes ainsi, cela ne sera pas étonnant que l'enfant qui va naître avec le temps, généralement autour d'une année, 2 ans, où on peut remarquer certaines anomalies qui pourront pousser au fait à retrouver des troubles psychiatriques avec le temps. Et donc, surtout comme je l'ai dit chez les enfants, ça peut se retrouver de manière très discrète, mais lorsque les parents sont assez vigilants, l'on peut remarquer que l'enfant présente des troubles psychiatriques. Il peut avoir une tendance à l'isolement, comme je dis, ou pour certains enfants, un refus de téter. Depuis que cet enfant est venu au monde, il n'a jamais tété. Il est toujours là en train de refuser. Et ça peut être des anomalies latentes qui, avec le temps, deviendront très
très manifeste. Donc, docteur, si je vous ai bien suivi, un trouble de comportement peut frapper l'être humain de 1 à 77 ans. Oui. Okay. À tout âge, cela est possible. Okay. Mais est-ce que, docteur, on peut faire une classification des troubles du comportement? Je m'explique. Est-ce que l'estime de soi, l'orgueil, la mégalomanie peuvent être classés comme étant des troubles du comportement? Au fait, si je veux être un peu didactique, les troubles de comportement, on le classifie en deux grands groupes. Il y a ce qu'on appelle des psychoses et des névroses. Okay. Les psychoses, c'est lorsque la personne présente un trouble de comportement dont il n'est pas conscient. Okay. Pourtant, la société ou les personnes qui l'entourent voient qu'il a un comportement anormal, mais pour la personne, il n'est pas malade. Okay. Ces grands groupes, on appelle les psychoses. Et il y a un deuxième groupe qu'on appelle les névroses, où la personne va au fait se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas en lui. Donc, il est conscient du problème qu'il a. Alors, dans les psychoses, on va retrouver plusieurs anomalies. On peut avoir des personnes qui ont des problèmes de l'humeur, des troubles de l'humeur, ou une personne peut avoir ce qu'on appelle un accès maniaque. Comme vous l'avez dit, il a des idées de grandeur, c'est comme ça qu'on l'appelle chez nous. Il s'est dit président de la République, il a un sentiment de supériorité. Là, on parle d'un accès maniaque. Ou on peut avoir des personnes qui ont plutôt un accès dépressif. Il est à tout moment triste. Il perd l'intérêt pour des activités qu'il trouvait joyeuses à l'époque. On peut aussi retrouver toujours dans les troubles de l'humeur des troubles qu'on appelle des troubles bipolaires. Okay. Où une personne des fois peut présenter des alternances où il a des accès maniaques, il est très heureux, il y a des moments où il est très triste. Là, c'est dans les psychoses. Nous avons aussi, toujours dans les psychoses, la schizophrénie, dont je vous ai parlé. Vous avez des patients qui présentent une indifférence à son environnement. Il peut se mettre à manger des aliments qui ne sont pas comestibles et se mettre à soliloquer, parler seul. Et là, on le retrouve dans la psychose. Mais dans la névrose, on va retrouver d'autres problèmes, par exemple les troubles anxieux, où le patient peut présenter une forme d'anxiété, une inquiétude pour une situation menaçante, ou bien même, toujours dans les névroses, le patient peut avoir des troubles qu'on appelle des troubles hystériques. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, oui. Surtout, ça survient surtout chez les dames qui peuvent présenter ce genre d'anomalies. Et donc, sommairement, je peux vous parler de ces éléments-là. Et un autre élément que je peux ajouter dans la névrose, il y a ce qu'on appelle les troubles phobiques, où la personne a en fait une peur irraisonnée pour des choses qu'il ne devrait pas avoir peur. Par exemple, lorsqu'il voit un animal passer, il a très peur. Ou pour certaines autres personnes, lorsqu'il doit se tenir en public devant les personnes, il présente cette phobie-là. Et pour d'autres, lorsqu'il se retrouve dans un espace public où il y a beaucoup de gens, il a cette phobie. On parle même d'agoraphobie. Okay. Voilà, c'est des troubles qu'on retrouve. Vous avez parlé du fait de parler seul. Est-ce que monologuer est-il un trouble du comportement? Donc, c'est-à-dire de loin, vous voyez quelqu'un venir, mais en train de faire des gestes, il se parle seul. Est-ce qu'on peut classer ça comme étant des troubles du comportement? D'emblée, on ne peut pas le mettre dans le trouble de comportement. Parce qu'il peut vous arriver à vous, comme à moi, lorsque vous pensez à une vision où vous avez des idées, vous mettez à soliloquer. Mais lorsque la fréquence devient assez importante et que c'est comme si au fait vous dialoguez avec une autre personne, on parle de dialogue hallucinatoire, et là ça devient anormal. Et lorsque cela occupe maintenant tous les centres d'intérêt de votre vie, vous n'arrivez plus à faire autre chose, vous pouvez passer plus de 4 heures en train de soliloquer, et lorsque même une personne vient pour vous interrompre, vous ne cédez pas, vous dites non, vraiment laissez-moi seul, je suis en train de parler avec un collaborateur ici, alors qu'il n'y a personne. Et donc là, on peut trouver déjà qu'il y a une anomalie et c'est soignable.
Oui, docteur, mais ma question, je veux un peu préciser. Comment peut-on reconnaître les troubles du comportement et chez l'enfant et chez l'adolescent? Donc quand je parle de l'enfant, c'est celui qui a 6 ans en première primaire et celui qui a 11 ans, qui est en sixième primaire. Donc dans cette tranche d'âge-là, donc de 6 à 11 ans, comment peut-on reconnaître un trouble du comportement? Là, on commence d'abord par l'enfant parce qu'on va aller chez l'adolescent. Oui, oui. Donc, chez l'enfant, comme j'avais dit, les troubles sont un peu latents, mais ça demande que les parents soient très vigilants. Et je pense que l'âge dont vous avez donné, c'est déjà des enfants qui sont à même d'étudier, Oui. donc qui sont à l'école. Et même au niveau de l'école, l'enseignant peut le remarquer. D'abord, il pourra même le remarquer par le rendement scolaire. L'enfant peut avoir un rendement scolaire très bas. Euh, on peut retrouver certaines anomalies qu'on retrouve souvent chez les enfants qu'on appelle les troubles 10. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. On parle de dyslexie. Ok. Vous avez des enfants qui n'arrivent pas à lire ou n'arrivent pas à écrire alors que ses collègues arrivent à le faire. Vous avez certains enfants qui jusqu'à l'âge de 6 ans, 11 ans, ils n'arrivent pas à parler. On parle de dysphasie et pour certains, ils n'arrivent même pas à écrire. Et donc, ce sont des troubles qu'on peut retrouver chez des enfants. Comme on peut aussi retrouver chez certains enfants qui ont soit cette tendance à rester seuls souvent, ou bien à être très agressifs par rapport aux autres enfants. On peut lui faire la remarque de rester calme. Lui, il ne l'entend pas de cet œil-là. Il fait ce que bon lui semble. Et même ses parents donnent ce témoignage à la maison. Et donc, ce sont des enfants à suivre parce qu'avec le temps, ils peuvent présenter des troubles plus sévères. Ok, mais chez l'adolescent, il y a ce qu'on appelle la puberté. Il y a certaines crises comme ça, tu vois chez une fille ou chez un jeune garçon, on te dit, ah, laisse-le, c'est la puberté. Comment vous pouvez expliquer ça? On peut considérer ça comme étant juste des crises de puberté ou il y a aussi le trouble du comportement qui intervient? Comme je l'ai dit, dans les troubles psychiatriques, on voit l'histoire d'une vie. Non seulement, ça c'est tout à fait normal chez tout adolescent ou un enfant qui est dans sa phase de puberté, d'avoir ses besoins de s'exprimer, d'avoir une certaine indépendance. C'est tout à fait normal. Mais vous verrez que c'est les enfants qui ont des problèmes psychiatriques, vous verrez qu'ils ont connu de maltraitance lors de leur enfance, ou surtout chez les filles par exemple, qu'ils ont connu une activité sexuelle très précoce et qui fasse que pendant leur adolescence, ils présentent une certaine déviation dans leur comportement. Et cela peut perdurer non seulement pendant l'adolescence, cela se poursuit jusqu'à l'âge adulte. Mais une chose qui arrive souvent aussi pendant l'adolescence, c'est par ce souci d'indépendance, vous avez surtout les garçons qui se mettent à consommer de l'alcool de manière assez prononcée. Alors lorsque cette consommation n'est pas bien gérée, vous avez certains garçons qui peuvent facilement présenter des troubles de comportement qui deviennent assez fréquents, qui l'amènent même vers une dépendance à l'alcool et d'autres substances psychoactives. Oui, mais docteur, est-ce que la dérive sexuelle, par exemple, comme on voit aujourd'hui un garçon, qui du jour au lendemain devient homosexuel, bon, des deux côtés, est-ce qu'on peut, donc pour l'homme et pour la femme, la dérive sexuelle, est-ce qu'on peut expliquer ça comme étant des troubles du comportement ou en soi une maladie? Oui, la dérive sexuelle est un trouble de comportement, mais vous savez maintenant, il y a un concept aussi dans le trouble de comportement, c'est ce qui est admis dans une société. Ok. À l'époque, l'homosexualité comme le lesbianisme était reconnu comme Tabou. trouble psychiatrique dans toutes les sociétés du monde. Ouais. Mais actuellement, Ouais. certaines sociétés, vu la diffusion de cette tendance, ils l'ont admis comme un comportement tout à fait normal. Ouais. Alors que pour nous, jusqu'à ce jour, nous le considérons comme un trouble psychiatrique. Ok. Et je pense que ça ne changera pas avec l'avenir parce que des fois, on est influencé par les lobbies que font certaines puissances mondiales pour l'imposer à tout le monde. Certains médias même, ouais. Oui, oui. Mais dans notre culture, cela ne peut pas passer. On ne peut pas retrouver un homme ayant des activités sexuelles avec un autre homme. C'est vraiment des déviations sexuelles
que chez nous, en psychiatrie, on parle de paraphilie. Et en tout cas, dans la psychiatrie africaine, c'est toujours considéré comme une déviation. Ok. Mais l'harcèlement sexuel envers la femme, vous draguez la femme, elle refuse vos avances, mais vous avez toujours tendance, vous savez aujourd'hui avec l'avènement des réseaux sociaux, des téléphones et tout, il y a des hommes qui envoient carrément leur partie génitale, leur nudité à des femmes. Comment vous pouvez expliquer ça? Trouble du comportement? Comment? Oui, là, ça intervient toujours dans les troubles de comportement, mais des types sexuels, où le patient voudrait s'exprimer de plusieurs manières, parce que dans le trouble de comportement qui touche au sexe, cela peut concerner au fait la déviation du but même de la sexualité. La sexualité, son but, ce n'est pas de pouvoir monter ses parties génitales aux autres, ou comme déviation, on parle d'exhibitionnisme. Et comme il y a une tendance même ailleurs, vous voyez les personnes dans un bus où ils ont tendance à se frotter, on parle de frotteurisme. Et ce sont des déviations qui, au fait, s'écartent du but même de la sexualité, et qu'on va retrouver dans plusieurs sociétés. Chez nous aussi, je pense que ça devient de plus en plus courant. Et ce sont des tendances sur lesquelles nous devions aussi nous pencher pour voir quelle thérapeutique donner à cela. Ok, mais toujours dans le même volet, la pédophilie, l'attirance pour les enfants. En tant qu'adulte, mais vous avez de l'attirance pour les enfants. Comment ça s'explique? C'est une anomalie, c'est un trouble psychiatrique aussi, parce que normalement, un adulte du sexe masculin doit avoir une attirance pour le sexe opposé. Tout à fait. Mais lorsque cela doit se faire auprès d'un enfant, cela devient anormal. Et généralement, vous verrez que pour ce type de personnes, lorsque vous voyez son histoire de vie, vous verrez qu'il y a des antécédents assez marqués qui expliquent son trouble de comportement. Mais comme aussi il y a certaines tendances spirituelles pour d'autres personnes à pouvoir exercer ce genre de pratiques. Il faut dire qu'au Congo, la psychiatrie n'est vraiment pas développée, surtout chez la population. C'est rare que quelqu'un à Kinshasa vous dise que je vais voir un psychiatre. Tout est spiritualisé au Congo. Les kindoki, la délivrance, etc. Comment vous pensez ça? Vous pensez que tout doit se traiter par un pasteur ou doit essentiellement passer par une consultation d'un neuropsychiatre? Nous pensons que l'approche doit être multidisciplinaire, parce que vous savez, l'être, il est à la fois physique et spirituel. Et c'est important de pouvoir associer tout le monde à cela, mais non considérer les autres, parce qu'il y a des fois certaines personnes dans la société qui pensent que les neuropsychiatres sont comme des sorciers, oui. Ce qui n'est pas le cas. Et pourtant, nous apportons des solutions durables dans plusieurs personnes qui se présentent à nous. Comme dernièrement, vous avez même appris, je ne citerai pas son nom, d'un politicien qui était dans nos murs, qui a suivi les soins et qui aujourd'hui est rentré chez lui grâce à l'expertise que nous avons mis en exergue. Donc c'est pour vous dire que les soins que nous apportons sont efficaces et agissent dans la durée. Mais il est question de pouvoir associer tout le monde à cela. Parce que vous savez, par exemple, pour certaines maladies chez nous, qui sont considérées comme de la sorcellerie, pourtant ils peuvent être soignés, comme l'épilepsie, qu'on appelle maladie endémique. Pourtant, il y a un traitement pour ça, pour lequel lorsque le patient suit ce traitement, il ne fera plus ces crises-là, que nous donnons et qui est efficace. Nous avons beaucoup de témoignages à cet effet. Okay. Et donc, nous pensons que il serait très important, non seulement que les patients viennent à nous, mais que dans toutes les structures de santé, je pense que c'est ce qui est même actuellement l'approche, qu'il y ait un spécialiste de la santé mentale qui soit associé pour que la santé soit vue d'une manière holistique. Ok, docteur, en cette période de coronavirus qui a frappé le monde entier de plein fouet, quel est votre message à la population? Parce qu'avec le déconfinement, la levée de l'état d'urgence sanitaire, beaucoup pensent que la pandémie est finie en République démocratique du Congo. Quel est votre message, mais cette fois-ci en lingala? Ok. Mon message est pour les nyonso koyeba que coronavirus est si l'inamité
mais malgré lever état d'urgence, eza très important pour Nabiso, tous à la toujours prudent. Pour maladie wana ezo sévir kaka na bamboka mingi. Imaginez qu'actuellement na bamboka est belé na monde vague mususu ya épidémie bandi, mais pas na biso ezo kita. Il faut tout maintenir ba geste barrière pour que tolonga pandémie à coronavirus biso nyonso elongo. Okay. Merci docteur. Chers amis téléspectateurs, nous sommes donc arrivés à la fin de votre magazine Santé publique. J'étais avec le docteur Epenge Emmanuel qui est neuropsychiatre. Je le remercie d'avoir répondu à mon invitation et restez branchés sur Mine Santé Télévision pour la suite de nos programmes.